Ça y est, le protocole Rune est arrivé. On a donc une toute nouvelle manière de créer des tokens fongibles sur Bitcoin. Avec ça, on a une fièvre spéculative qui s'est évidemment mise en place. Des énergumènes sont allés jusqu'à payer 8 Bitcoins, soit près de 500 000 $, juste pour créer un shitcoin. Mais il existait déjà des manières de faire des tokens fongibles sur Bitcoin. Le plus récent et le plus populaire récemment était le standard BRC20. Alors, qu'est-ce qui justifie la hype autour de ce nouveau protocole? Aujourd'hui, on se plonge profondément dans le fonctionnement du protocole Rune et dans les différences avec son principal concurrent, le protocole BRC20. Commençons par comprendre en profondeur comment fonctionne le standard BRC20. Avant de m'y intéresser, je pensais que c'était un truc extrêmement compliqué, créé par des génies de la tech, mais en fait on n'est pas du tout là-dessus, on est sur un système extrêmement basique. Déjà, il faut savoir qu'il est possible d'écrire des messages dans des transactions Bitcoin. Typiquement, on peut sans souci y écrire du texte, et une fois la transaction validée, le texte sera inscrit sur la blockchain pour toujours. Bon, eh bien, imaginons qu'on soumette une transaction au réseau Bitcoin qui porte le message « J'annonce que je crée un token, le TKL, qui a un supply de 1000 unités, et je m'alloue l'entièreté de ce supply. » Ensuite, je crée une autre transaction dans laquelle j'écris « J'envoie 500 unités de TKL à l'adresse X. » Et après ça, imaginons que l'adresse X va elle-même créer une transaction et écrire à l'intérieur « Je transmets 250 TKL à l'adresse Y. » Alors là, tout ce qu'on a fait, c'est écrire plusieurs phrases sur la blockchain. Peu importe le sens de ces phrases, c'est tout à fait arbitraire. J'aurais pu créer une transaction dans laquelle j'aurais écrit « Je suis Michael Jackson », cette transaction aurait été valide, et cette phrase absurde aurait été écrite sur la blockchain pour toujours. Mais en l'occurrence, les messages qu'on a écrits, on pourrait être tenté de leur donner un sens. On pourrait se dire que c'est plutôt clair, que j'ai créé imaginairement un token qui s'appelle le TKL, et que au vu des transactions qu'il y a eu, je possède 500 unités de TKL, l'adresse X en possède 250, et l'adresse Y en possède 250. Et voilà, j'ai créé un token fongible sur Bitcoin. Et j'exagère à peine, le protocole BRC20 marche à peu près comme ça. La seule différence, c'est que plutôt que d'écrire des phrases un petit peu random comme j'ai fait, le token BRC20 va donner un standard, une liste de règles pour écrire ces messages. Ça permet à tout le monde d'écrire des messages sous le même format, et c'est beaucoup plus facile à suivre, à interpréter, pour tenir le compte des différents tokens. Mais c'est tout, c'est exactement la logique que je viens de décrire. Le standard BRC20, c'est simplement des messages arbitraires écrits sur la blockchain, avec une liste de règles que tout le monde accepte, qui permet que tous ces messages soient écrits à peu près de la même manière, sous la même forme. Et ces règles sont plutôt simples. Déjà, pour écrire sur la blockchain, il faut utiliser le protocole Ordinals et les inscriptions. Il existe plusieurs manières d'inscrire des données sur la blockchain. Eh bien, si vous n'utilisez pas le protocole Ordinals, si vous l'écrivez d'une autre manière, ça ne pourra pas être pris en compte comme une transaction du standard BRC20. Ensuite, dans les autres règles, il y a 3 actions qu'on peut faire avec le standard BRC20. Déployer un token, minter un token et transférer un token. Et pour chacune de ces actions, il y a un template de message à respecter. Par exemple, pour déployer un nouveau token, il faut écrire un message qui ressemble à ça. Ça, c'est un message qui veut dire « Je crée un nouveau token BRC20 qui s'appelle Ordi, qui a une supply limitée de 21 millions et qui peut être minté par paquet de 1000 unités. » Et c'est tout ce que vous avez à faire. Si vous écrivez ce message dans une inscription Ordinals, alors automatiquement, tout le monde va considérer que vous venez de créer un token BRC20. Et bien entendu, pour que ce message soit valide, il faut que personne n'ait créé avant vous un token qui porte exactement le nom Ordi. Si le token Ordi existe déjà, votre message est tout simplement ignoré. Votre message sera bien inscrit sur la blockchain Bitcoin, mais personne ne reconnaîtra sa légitimité. Ensuite, il y a une deuxième action, c'est la fonction mint. Les tokens BRC20 sont créés sur un modèle d'open mint, c'est-à-dire que n'importe qui peut minter des tokens et il n'y a aucune préallocation. Pour minter des tokens, il suffit de demander en faisant une inscription Ordinals qui contient un message comme ça. Ce message signifie tout simplement « J'active la fonction mint du protocole BRC20 et je crée 1000 unités du token Ordi. » Si ce message respecte les règles du protocole, alors on devient instantanément propriétaire de 1000 unités du token Ordi. Les règles à respecter étant les suivantes. Le token qu'on essaye de minter doit déjà exister, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une transaction BRC20 qui a déployé un token qui porte ce nom. Le nombre de tokens que j'essaye de minter est inférieur à la limite qui est spécifiée dans le message de déploiement du token. Et le supply de tokens qui a déjà été minté ne dépasse pas la limite de supply maximale qui est également renseignée dans la transaction de déploiement. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, alors votre transaction sera considérée invalide par tous ceux qui reconnaissent l'autorité du standard BRC20 et il sera tout simplement ignoré.
Et pour finir, il y a la fonction transfert qui ressemble à peu près à ça. Là encore, il suffit d'écrire ce message dans une inscription ordinals pour que, si je possède effectivement les tokens que j'essaye d'envoyer, eh bien tout le réseau, tous ceux qui reconnaissent l'autorité du protocole ordinals, vont bien considérer que je viens d'envoyer des tokens. Et voilà, tu sais à peu près tout sur le fonctionnement du protocole BRC20. Ce n'est qu'un gros tas de messages qui respectent le format imposé et qui sont écrits dans des inscriptions ordinals. À partir de ces messages, on peut reconstituer off-chain les allocations des tokens BRC20. Par exemple, si en regardant l'historique de l'ensemble des transactions BRC20, on voit qu'il y a une adresse qui a minté à un moment 1000 tokens Ordi, qu'elle a reçu un peu plus tard 500 autres tokens Ordi, mais que par la suite elle a créé une transaction pour transférer 250 tokens Ordi, eh bien, en faisant le calcul, on peut retrouver que maintenant, tout de suite, cette adresse-là possède 1250 Ordi. Mais donc ça veut dire que s'il y a 2000 transactions à interpréter, il va falloir toutes les prendre en compte pour reconstituer les allocations de chaque adresse. Évidemment, les utilisateurs comme toi et moi vont pas du tout aller regarder eux-mêmes les messages pour calculer les allocations des différentes adresses. Ça, c'est le rôle des services tiers. Prenons l'exemple du wallet Unisat, c'est un service tiers qui va se charger d'interpréter toutes les transactions BRC20 qui existent depuis la création du protocole, qui va les agréger et fournir une interface qui permette facilement de suivre l'état du protocole BRC20. Le fonctionnement du protocole BRC20 est extrêmement basique, mais ça fait plutôt bien son travail. Alors pourquoi voit-on autant de hype autour du protocole Rune ? Après tout, Rune, c'est seulement un protocole qui permet de faire différemment des trucs qui étaient déjà possibles de faire avec le standard BRC20. Mais le truc, c'est que le protocole BRC20 est réputé extrêmement inefficace. Même Domo, le créateur du BRC20, le précise au début de son white paper. Le standard BRC20 n'est qu'une expérimentation qui permet de créer des tokens fongibles à partir du protocole Ordinals, mais c'est pas du tout designé pour être optimal. D'ailleurs, la manière dont ils utilisent le protocole Ordinals est extrêmement bizarre. J'ai dit tout à l'heure que le standard BRC20, c'était en gros écrire un message qui dit « j'envoie 1000 tokens BRC20 à l'adresse A ». Et je mets ce message dans une inscription. Mais en fait, c'est un petit peu plus tordu que ça. Tu as peut-être remarqué que dans une inscription de transfert de BRC20, on ne voit pas l'adresse de celui qui reçoit le token. Ce message n'écrit simplement « j'envoie 1000 Ordi », sans préciser à qui. Et ce message est écrit dans une inscription, donc attachée à un NFT via le protocole Ordinals. On ne va pas rentrer dans les détails du fonctionnement du protocole Ordinals, qui est d'ailleurs super intéressant, mais c'est un protocole qui permet de créer un objet numérique transférable qui contient des données, donc un NFT. Donc pour faire un transfert de BRC20, on va simplement créer un NFT dans lequel on va écrire le message « j'envoie 1000 tokens ». Et ensuite, il va falloir envoyer ce NFT à l'adresse à qui on veut envoyer les tokens. L'adresse qui reçoit ce NFT est l'adresse qui reçoit les tokens BRC20. Mais attention, ce NFT ne sert qu'une fois. La première fois que tu transfères le NFT, ça va envoyer 1000 tokens BRC20. Par contre, si l'adresse qui reçoit le NFT retransfère le NFT à quelqu'un d'autre, alors là, ça fera plus rien. Si l'adresse qui a reçu les tokens veut les retransférer à quelqu'un d'autre, elle va devoir créer un nouveau NFT pour inscrire un nouveau message dedans et l'envoyer à l'adresse à qui elle veut envoyer des tokens. Pourquoi est-ce que c'est conçu comme ça? C'est une bonne question, c'est assez tordu et pas très intuitif. Donc faut bien comprendre ce qu'est le standard BRC20. C'est une expérimentation qui montre qu'on peut, avec certaines règles, faire des tokens fongibles grâce au protocole Ordinals. Mais la manière dont ils font ça, elle est plutôt what the fuck. Mais là où le standard BRC20 est extrêmement critiqué, c'est qu'il a la fâcheuse tendance à alourdir le travail des mineurs du réseau Bitcoin. Et ce, en alourdissant la taille du set d'UTXO. Petite digression sur ce qu'est un UTXO, car c'est vraiment important pour la suite. Les UTXO sont des Unspent Transaction Output, des outputs de transactions non dépensées. Quand on crée une blockchain comme Bitcoin ou Ethereum, avec des adresses qui s'envoient des cryptos, on est tenté assez naturellement de penser à un modèle account-based, c'est-à-dire un grand livre des comptes dans lequel on traque combien de cryptos possède chaque adresse, et à chaque fois qu'une adresse reçoit ou envoie des cryptos, on met à jour son solde, comme la base de données d'une banque. C'est exactement comme ça que fonctionne Ethereum. Si une adresse a 3 Ethers et qu'elle envoie un Ether à une autre adresse, on va simplement mettre à jour son solde en faisant passer de 3 à 2 Ethers. C'est assez intuitif. Mais c'est pas du tout comme ça que Bitcoin fonctionne.
Les transactions Bitcoin fonctionnent avec des inputs et des outputs. Chaque transaction consomme un ou plusieurs inputs et crée un ou plusieurs outputs. Pour créer une transaction Bitcoin, pour dépenser des Bitcoins, on doit renseigner des inputs qui nous appartiennent et qui n'ont jamais été dépensés. Les fameux UTXO, les outputs de transactions non dépensées. Ces UTXO contiennent des Bitcoins. Par exemple, on pourrait avoir un UTXO qui contient un Bitcoin et un autre UTXO qui contient 2 Bitcoins. Imaginons que l'on veuille envoyer 2,5 Bitcoin à un ami. Alors on va mettre en input nos deux UTXO. Ces deux UTXO vont être consommés, ils vont être dépensés, ils ne pourront plus jamais être utilisés. Et à partir des 3 bitcoins qui étaient contenus dans ces inputs, on va pouvoir créer des nouveaux outputs avec le même nombre de bitcoins à l'intérieur. Par exemple, un output qui contient 2,5 bitcoins que l'on envoie à notre ami, et un output qui contient le reste des bitcoins, donc 0,5 bitcoin, qu'on va conserver. C'est comme si on me rendait la monnaie. J'espère que tu saisis bien la différence avec le modèle account-based. Les modèles account-based, comme Ethereum, gardent en permanence en mémoire combien possède chaque adresse. Un modèle basé sur les UTXO, comme Bitcoin, ne se demande jamais combien possède telle adresse. Il garde simplement en mémoire la liste des UTXO, le set d'UTXO. Et c'est à l'adresse qui veut dépenser des Bitcoins d'indiquer en input des UTXO qui lui appartiennent et qui possèdent bien suffisamment de Bitcoin pour pouvoir dépenser les Bitcoins qui sont contenus dans ces UTXO. Ok, donc fin de la digression sur les UTXO et retour sur le protocole BRC20. Je l'ai dit tout à l'heure, le protocole BRC20 utilise le protocole Ordinals d'une manière assez particulière. En faisant une inscription et donc en créant un nouveau NFT à chaque action, que ce soit le déploiement, le mint ou le transfert d'un token. Mais donc à chaque fois qu'on va faire une action BRC20, on va créer un NFT qui va être contenu dans un nouvel UTXO. Mais ce NFT n'est qu'un support qui contient l'inscription qu'on a fait pour la transaction. Le mode de fonctionnement du BRC20, c'est qu'une fois qu'on a fait l'inscription, ça y est, la transaction est validée et a été prise en compte par l'ensemble du réseau BRC20. Mais le NFT qui contient l'inscription, lui, il ne sert plus à rien. Et il est emprisonné dans un UTXO, donc qui ne sera plus jamais dépensé. Et c'est ça le problème avec BRC20. À chaque action du protocole BRC20, il va y avoir un UTXO qui est créé, qui contient l'inscription, mais cet UTXO est un UTXO mort, une sorte de déchet qui ne sera plus jamais dépensé. Et ça va venir progressivement grossir la taille du set d'UTXO du réseau Bitcoin. Depuis le début du protocole Ordinals, la taille du set d'UTXO a doublé. Et ça, c'est principalement à cause du standard BRC20 et du flot constant d'inscriptions qui arrivent liées à des transactions de mint ou de transfert de tokens BRC20. Et le souci, c'est que l'augmentation de la taille du set d'UTXO, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ça va augmenter les ressources qui sont mobilisées par les mineurs, car les mineurs doivent toujours garder à portée de main la totalité du set d'UTXO pour pouvoir vérifier rapidement la validité des nouvelles transactions. Donc à cause de ça, être mineur demande de plus en plus de ressources, ce qui rend de moins en moins accessible le rôle de mineur. Et ça c'est très mal vu car à l'extrême, ça pourrait vraiment mettre en danger la décentralisation du réseau Bitcoin. En septembre dernier, Kazer Rodarmor, qui est assez connu car il est le créateur du protocole Ordinals, publie sur son blog un post qui propose une première esquisse du protocole Rune. Un nouveau protocole permettant de créer des tokens fongibles sur Bitcoin, mais d'une manière beaucoup plus efficace. Pour l'anecdote, il faut savoir que Rodarmor lui-même n'est pas du tout convaincu que ce soit une bonne idée, puisqu'en bon gros Bitcoin maximaliste, il considère que toutes les cryptos autres que Bitcoin ne sont que des shitcoins sans intérêt. I'm creating a venue for people to create shitcoins, which is possibly worse and more dangerous. Mais bon, il assume de créer une machine à shitcoin, l'idée étant, quitte à faire de la merde, autant le faire proprement. Fondamentalement, le concept derrière le protocole Rune est similaire au concept derrière BRC20. La première petite différence est que les formats des messages à écrire pour faire une transaction Rune sont différents des formats utilisés par BRC20. Mais bon, ça c'est vraiment mineur, c'est qu'une question de formatage. La vraie grosse différence, c'est que les messages ne sont pas écrits dans des inscriptions ordinals. À la place, les messages doivent être écrits en utilisant la fonction opReturn, qui est une fonction de Bitcoin qui permet d'inscrire une toute petite quantité de données à l'intérieur d'une transaction. Jusqu'à 80 bytes. C'est tout petit, beaucoup plus petit que ce qu'on peut écrire dans une inscription Ordinals. C'est d'ailleurs le gros atout d'Ordinals, c'est que grâce aux inscriptions, on peut attacher des données beaucoup plus grosses à des transactions. Et ça peut être très pratique quand on veut créer des NFT et qu'on veut attacher des images ou des vidéos par exemple. Mais dans le cadre d'un protocole de token fongible, on ne fait qu'écrire des messages formatés sous forme de texte, la petite capacité de 80 bytes de la fonction opReturn fait très bien le taf. Et ça permet de ne pas utiliser les inscriptions Ordinals, et donc de ne pas créer des UTXO morts, des déchets,
comme on peut avoir avec le BRC20. Une autre particularité du protocole Rune, c'est qu'il est UTXO-based. Quand je veux dépenser des runes, je vais mettre en input de la transaction un UTXO qui contient des runes, et je vais créer un output avec cette transaction qui va contenir les runes qui étaient contenues dans les inputs. C'est beaucoup plus élégant que le BRC20, qui est un modèle account-based, où on doit regarder l'ensemble des messages depuis le début du protocole et les interpréter pour essayer de recalculer les allocations de chaque adresse. Alors qu'avec le protocole Rune, puisque les tokens sont attachés aux UTXO, il n'y a pas besoin de revérifier l'intégralité des transactions pour vérifier la validité d'un transfert de token. Il suffit d'aller remonter un petit peu les ancêtres de l'UTXO en question. Si on regarde un UTXO A, qui est le descendant d'un UTXO B, qui est le descendant d'un UTXO C, et que l'UTXO C avait bien minté 1000 unités de manière valide, alors ça veut dire que l'UTXO A est bien valide et contient bien les tokens qui lui ont été transmis par l'UTXO C. Pas besoin d'examiner toutes les transactions du protocole Rune pour vérifier que mon UTXO contient bien des tokens qui sont légitimes. Et ça, le fait de pouvoir vérifier qu'une transaction est valide sans avoir à retélécharger l'intégralité de la blockchain, c'est ce qu'on appelle le SPV, le Simplified Payment Verification. Ça permet entre autres de développer des SPV wallets, qui sont des wallets crypto qui sont plus trustless, dans le sens où vous pouvez être certain qu'une transaction est valide sans avoir à faire confiance au wallet que vous utilisez et sans avoir à aller retélécharger l'intégralité de la blockchain. Peut-être que tu t'en fous, moi je m'en fous un petit peu j'avoue, mais les puristes de la décentralisation et du trustless, eux, ils sont contents. Mais un tout dernier avantage de Rune par rapport au BRC20, qui pour moi est beaucoup plus intéressant, c'est que Rune, avec son design UTXO-based, va être compatible avec des L2 type Lightning Network. Ça veut dire qu'il pourra être très facile de développer des solutions qui permettent de s'échanger des runes sur un layer 2. Et donc avec des tout petits frais de transaction. Ce qui n'est pas possible avec le standard BRC20, toutes les transactions BRC20 doivent impérativement être sur le Layer 1. Et ça, pour le coup, ça a vraiment son importance, notamment pour tout ce qui a à voir avec les frais de transaction du réseau Bitcoin. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pas si sûr. Au lancement du protocole Rune, les frais de transaction sur Bitcoin ont explosé. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça va durer dans le temps? C'est un enjeu qui est absolument essentiel pour l'avenir de Bitcoin, et il y a beaucoup à en dire. Je vais aborder tout ça dans une deuxième vidéo qui va sortir 2 ou 3 jours après celle-ci. Ça aurait été vraiment trop lourd de tout faire en une vidéo, donc j'ai décidé de le splitter en deux. Cette première vidéo était une simple vulgarisation du fonctionnement et des différences entre Rune et BRC20. Dis-moi si ce genre de vidéo de vulgarisation te plaît, c'est pas vraiment dans mes projets, mais je pourrais éventuellement en faire d'autres. Si tu n'es pas encore abonné, ce serait génial que tu t'abonnes à ma chaîne, et moi je te dis à très vite.